L'histoire commença par les cris de joie des habitants, qui, un à un, accueillirent les nouveaux fiancés. Ce jour-là, le prince héritier de l'empire Eferento, Iallos Orna, et la fille unique du comte Psyché, Poly, annoncèrent leurs fiançailles. Les voix des gens satisfaits ne s'atténuèrent pas, mais parmi eux se tenait celle qui n'était pas du tout ravie de ses fiançailles. La jeune fille se tenait seule, loin de tout le monde, les dents serrées, furieuse, car cet endroit avait été le sien. Après leurs fiançailles réussies, les jeunes mariés dirent au revoir à tout le monde avec le sourire, et des vacances rien que pour eux les attendaient. Certains invités commencèrent à dire que Lady Polly avait perdu le droit de concourir pour le titre de princesse. Cependant, le prince lui-même a fait un choix en sa faveur. Et ce n'est pas surprenant, car sa seule rivale était une jeune fille de la famille ducale qui avait un jour planifié un attentat contre la famille impériale. Ce n'était que des rumeurs. L'un des messieurs déclara que cette affaire avait été délibérément rendue publique afin que le prince choisisse Psyché. L'interlocuteur tenta de le calmer, estimant que cela ne valait pas la peine de dire de telles choses, mais il refusa. Il assura qu'à ce rythme, le prince pourrait tout simplement rompre toute relation avec la maison de Bélial, car la fin était venue pour eux. L'homme ajouta qu'avec un tel caractère, il serait difficile pour la jeune fille de se marier. Cependant, l'homme assura qu'il ne verrait aucun inconvénient à la demander en mariage. Le gentleman n'eut pas le temps de terminer, car l'autre homme se couvrit la bouche. Médée elle-même entendit toute leur conversation. Le regard de Bélial et de la fille devint trop meurtrier. En croisant les hommes, un de ses serviteurs lui conseilla d'ignorer ses roturiers et de rentrer chez elle au plus vite. La dame obéit, mais son regard devint soudain très triste. L'homme voulut s'excuser de ses paroles et tout expliquer, mais il n'en eut pas le temps. La jeune fille s'arrêta brusquement et, se tournant vers l'inconnu, dit d'un ton froid qu'elle se souvenait de son visage. Finalement, Milady monta dans la voiture et celle-ci démarra dans la rue. Les hommes restèrent un moment silencieux, regardant la voiture suivre. Ils étaient sûrs que Médée les punirait, mais heureusement, cela ne se produisit pas. L'un d'eux faillit tomber à terre de soulagement. Lorsque la voiture de la dame disparut entre les maisons, il reprit sa chanson, annonçant que, comme il le disait, la fin de Bélial était arrivée. Le camarade se tut. Finalement, le monsieur dit à son ami qu'elle devrait être plus prudente, car le silence pouvait être plus effrayant que 1000 mots. Le lendemain, les habitants parlaient entre eux de la mort d'un homme qui aurait glissé et chuté, au domaine de Bélial. En descendant le couloir, Médée rencontra son frère. La jeune fille demanda immédiatement comment allait sa mère. C'est eux, à quoi le garçon répondit qu'elle ne se sentait pas bien. Ensemble, ils se rendirent dans la chambre de leur mère. La pièce était silencieuse. Le médecin qui se tenait à proximité n'osait pas dire un mot, mais le chef de famille lui conseilla de ne pas avoir peur d'annoncer la nouvelle. Finalement, il annonça que la maladie de sa femme s'était aggravée. L'homme a expliqué que cela s'était produit après l'incarcération de la femme, ce qui compromettrait sa survie cette année. Le père était furieux et le médecin a payé cette nouvelle de sa vie. Une fois dans sa chambre entourée de servantes, la jeune fille n'arrêtait pas de blâmer Polly pour tout. Les servantes, l'une après l'autre, lui proposaient diverses solutions pour se débarrasser de son ennemi, voulant la punir. Cependant, Milady ne voulait pas se précipiter et dit qu'il fallait être très prudent, car avec cet homme, il ne serait pas facile de se débarrasser de Psyché, et de plus, si quelque chose lui arrivait, le prince viendrait lui chercher la tête. La colère de Médée ne s'apaisa pas, car elle devina que sa rivale était avec le prince en ce moment même et ne se trompa pas. En vacances, les jeunes mariés se promenèrent dans les rues et finirent par se retrouver au marché. La jeune fille s'approcha d'un des comptoirs et commença à examiner les marchandises. Au regard interrogateur du prince, elle répondit qu'elle souhaitait offrir un cadeau à la fille du duc. Sa Majesté ne comprit pas. Bélial causa beaucoup de problèmes à sa fiancée, mais elle était si pure qu'elle ne garda aucune rancune contre son ancien rival et lui assura qu'elle voulait être la première à faire un pas vers la réconciliation. Soudain, la voix du vendeur se fit entendre, vantant son produit. C'était un objet précieux, fabriqué à partir de minéraux qu'on ne trouvait qu'ici. La jeune fille s'approcha, intéressée par le produit. Soudain, le prince rit et la mariée et le vendeur le regardèrent d'un air interrogateur. Le garçon ne voulait pas rire du produit lui-même,
mais il était très curieux de la réaction de Médée lorsqu'elle recevrait le cadeau. Et Milady le reçut enfin. La boîte magnifiquement emballée était posée sur la table, la jeune fille ne réagit pas. Le serviteur qui apportait la boîte vint personnellement s'assurer que le cadeau était bien déballé. En entendant cela, une des servantes s'exclama contre ce manque de tact, mais Milady l'arrêta, lui assurant que ce n'était pas difficile. De plus, c'était un ordre d'une jeune fille qui avait reçu le titre de princesse. Lorsque la fille a déballé le cadeau, le dégoût était presque évident sur son visage. Mais elle n'a rien dit, a simplement mis la boîte de côté et a dit qu'elle remercierait certainement la princesse pour ce cadeau. Le serviteur promit de transmettre le message à Polly. Lorsque la porte se referma derrière lui, toute la rage que Médée retenait se manifesta. Elle saisit la lampe qui se trouvait à portée de main et la frappa violemment. La jeune fille continua de se débattre avec jusqu'à ce que la servante l'arrête enfin, car la main de Milady saignait. Dame Bélial s'arrêta sous le choc, mais pas à cause de la blessure, et se força à se calmer. Au bout d'un instant, elle se mit à nouveau en colère en voyant la bague tomber de la boîte et rouler sur le tapis. Milady resta sans voix devant l'impudence avec laquelle Polly avait osé lui offrir cet objet. Pour Médée, un tel don constituait un défi lancé par sa rivale, car grâce à des actions aussi primitives, elle parvint à conquérir le prince héréditaire. Milady se leva, annonçant qu'elle acceptait cette guerre. Le voyage était terminé, et Psyché était déjà de retour au palais de son père. La jeune fille se préparait déjà à aller se coucher, mais sa nourrice, incapable de se calmer, demandait sans cesse à la dame comment s'étaient passées ses vacances et si tout allait bien. Soudain, un serviteur entra dans la pièce et annonça qu'un cadeau des Bélial était arrivé, envoyé par dame Médée. Polly accepta rapidement les fleurs, qui contenaient un petit mot, et commença à lire. Dans la lettre, l'ancienne rivale expliquait que le parfum de ces fleurs aiderait la dame à s'endormir, et qu'il serait donc préférable de les placer près du lit. Elle écrivait également qu'elle aimerait la rencontrer bientôt pour discuter. La jeune fille assura qu'elle souhaitait résoudre tous les problèmes qui existaient entre elles. À ces mots, Psyché fut émue et tomba à terre de joie. La servante fut surprise que Médée ait écrit de telles paroles. Cependant, la dame ne sembla pas prêter attention aux paroles du serviteur. Elle était seulement heureuse que sa sincérité ait enfin atteint sa rivale. La jeune fille ordonna rapidement que tout soit prêt pour la rencontre. Lady Bélial n'était pas aussi sincère qu'elle le paraissait dans la lettre. Après avoir écrit cette lettre, elle regarda le pot dans sa main, jubilant que la naïve Polly soit tombée dans son piège. Le jour de leur rencontre arriva. Psyché s'excusa auprès de la dame d'avoir prévenu si tôt, car elle devait se rendre au temple le lendemain. Médée lui assura qu'il n'y avait aucun problème. Milady dit qu'elle avait acheté des feuilles de thé, alors elle leur suggéra d'y goûter. Finalement, le thé fut prêt et les filles savourèrent chaque gorgée, mais Bélial observa le processus avec une attention particulière. Les serviteurs qui observaient discrètement le goûter furent sincèrement surpris de voir les deux rivaux discuter tranquillement. C'était quelque peu inquiétant, mais personne ne voulut intervenir et ils se turent rapidement. Médée avait l'ouïe fine, elle entendit donc immédiatement les serviteurs chuchoter entre eux au sujet de leur rencontre. Elle dit à sa rivale que les serviteurs l'aimèrent beaucoup parce qu'elle les traitait bien. Polly les remercia pour le compliment, mais la dame redevint immédiatement sérieuse, affirmant à l'autre que ce n'était pas du tout un compliment. Elle était agacée qu'ils parlent si négligemment. La dame voulait assumer leur culpabilité en défendant ses serviteurs, mais avant qu'elle puisse terminer, leur conversation fut interrompue par l'un des chevaliers qui leur demanda de mettre fin à la réunion, car demain, Milady devait se rendre au temple. Médée put enfin rencontrer le chevalier que sa rivale estimait tant. Il était issu d'une famille de chevaliers qui avait juré de servir Psyché fidèlement depuis sa naissance, ignorant même l'empereur. En entendant une demande aussi méprisante de la part du chevalier, Milady n'avait aucune intention de rester dans ce palais une minute de plus, alors elle se leva en faisant teinter sa tasse et s'assit fièrement dans la voiture. Le chevalier l'observait depuis le balcon. Lorsque Milady partit, le jeune homme demanda à l'une des servantes où se trouvait leur dame. La servante répondit qu'elle était dans sa chambre, retenant à peine ses larmes. La femme de chambre se rendit dans la chambre de la dame pour s'assurer qu'elle allait bien, mais en entrant, elle vit que madame gisait inconsciente près du lit.
Inquiète, la femme de chambre appela rapidement les autres domestiques. Ils aidèrent la dame à se coucher, mais la jeune fille souffrait d'une forte fièvre qui empirait de minute en minute. Les serviteurs effrayés voulurent appeler un médecin, mais le chevalier les en empêcha. Personne ne comprenait ce qui arrivait à la dame, car quelques minutes plus tôt, elle allait bien. Le chevalier ne pouvait pas permettre qu'un médecin inconnu soit appelé, car il risquait de découvrir que la dame était malade. Cela était impossible, car alors, lors du jour de prière annuel, la fille du duc Bélial serait la seule à se tenir dans le temple. Le chevalier se ressaisit alors rapidement pour organiser quelque chose. Dehors, le soir était déjà bien avancé. Le chevalier galopait seul dans la forêt depuis tout ce temps, comme s'il fuyait quelqu'un. Soudain, son cheval s'arrêta et hennit, déstabilisant le cavalier. Effrayé, il s'enfuit. Il commença à appeler le cheval pour tenter de le faire tourner, mais l'animal ne l'écoutait plus. Le choc de la chute fut si violent que le garçon ne put se relever immédiatement. Soudain, une ombre apparut devant lui. Entendant une voix familière, il leva vivement les yeux et les écarquilla de surprise. Devant lui se tenait dame Médée, mais il ignorait comment elle s'était retrouvée là. Elle tenait une épée sanglante. Le seul but de cette promenade nocturne était de découvrir ce qui était réellement arrivé à Polly. Il était sûr que c'était l'œuvre de sa rivale, mais il ne comprenait pas comment elle avait pu le déjouer, car il avait tout vérifié. Il se sentit un peu effrayé, car il était sans défense. La jeune fille sourit malicieusement et lui demanda s'il servait vraiment Psyché depuis son enfance. Le chevalier ne comprit pas de quoi elle parlait, sa voix tremblante. Il n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit d'autre que sa poitrine se serra d'une douleur indescriptible. Milady se précipita sur lui d'un mouvement brusque et transperça le corps du garçon de son épée en un éclair, sans même lui laisser le temps d'esquiver. Un sourire sinistre illumina son visage, et son regard devint fou. La jeune fille informa son adversaire à peine vivant que sa maîtresse répondrait de tout et ressentirait la même douleur qu'elle lorsqu'on lui aurait tout pris. Finalement, Milady expliqua que le parfum des fleurs à lui seul n'était pas puissant, mais combiné aux morceaux de sucre et au poison, il devenait mortel. Elle rit en pensant avoir continué à expliquer tout cela au chevalier mort. Une voix masculine surgit soudain de derrière les arbres et un jeune homme sortit dans la lumière. Il demanda à la dame si elle avait agi trop ouvertement. En s'approchant du corps, il remarqua que l'ennemi n'avait même pas d'épée. Médée n'avait pas le temps de bavarder, alors elle lui demanda immédiatement s'il avait tout préparé. Élie le confirma et, avec un sourire menaçant, demanda si Psyché était mourante, ce à quoi la dame répondit par la négative. La jeune fille savait que sa rivale se rétablirait bientôt, mais c'était exactement ce qu'elle souhaitait, car tout se déroulait comme prévu. Pendant ce temps, Polly avait du mal à trouver la force de manger un peu, ses mains refusant de lui obéir. Finalement, la dame se sentit beaucoup mieux et put enfin sortir. Après que la porte se fut refermée derrière elle, les serviteurs commencèrent à s'agiter. Ils s'inquiétaient du chevalier qui leur avait ordonné de se taire. L'une des servantes voulut tout raconter, mais une autre le lui interdit. Un autre serviteur éleva la voix et dit qu'il valait la peine de retrouver ce chevalier, ce à quoi l'une des servantes leva la main. Elle lui assura qu'elle connaissait très bien les forêts locales, mais ils ne la laissèrent pas partir seule et envoyèrent un autre collègue. Le garçon était sûr qu'il était arrivé quelque chose au chevalier, car il ne pouvait certainement pas s'être perdu. Le collègue soupçonnait que le chevalier était probablement déjà mort, mais il n'en informa pas les domestiques. Soudain, la servante l'arrêta en désignant quelqu'un qui se tenait devant eux. L'homme regarda de plus près et remarqua les vêtements du chevalier. C'est à ce moment-là, dans le temple où se déroulait la prière annuelle, que le prêtre prononça une prière, puis bénit Psyché Polly et lui mit un artefact sacré qui lui accordait la paix cette année-là. Près du temple, où se déroulait la prière, un autre prêtre informa Médée que ce jour-là, seule Polly était autorisée à entrer dans le temple. Lui donnant la clé, il l'avertit d'être prudente. Le prêtre déclara que si l'on révélait qu'il lui avait donné la clé, ses jours de sacerdoce seraient limités. La jeune fille accepta la clé et revêtit une soutane pour dissimuler son identité. Néanmoins, le prêtre lui faisait confiance, car elle avait été introduite par le marquis Harry. L'homme se dirigea alors vers la trappe et indiqua à la dame que, de cette façon, elle pourrait entrer dans le temple sans se faire remarquer.
Milady baissa les yeux. Dans la forêt, les choses n'allaient pas très bien, car le serviteur qui accompagnait la servante était grièvement blessé, le chevalier qu'ils avaient rencontré en chemin. Le garçon comprit que son adversaire était très fort. Il pensa aussi que cet étranger avait pu tuer leur chevalier. Le jeune homme saisit la servante par la jambe et lui ordonna de s'enfuir et de raconter aux autres ce qui s'était passé, mais la jeune fille se libéra. Ignorant son collègue blessé, elle s'approcha du marquis et prit son manteau. Aussitôt après, la jeune fille demanda si Milady avait dit quelque chose d'inhabituel. En entendant cette conversation hostile, la servante fut surprise. Il se souvenait que cette servante avait toujours été là, cherchant quelque chose, mais il refusait de croire qu'elle était une traîtresse, même si tout le laissait supposer. Le garçon éleva la voix vers elle, cherchant à découvrir la vérité. La servante tenta de crier à sa conscience, car leur maîtresse avait tant fait pour cette servante. La jeune fille se détourna tristement à ces mots. Le marquis retourna auprès du blessé et avait déjà préparé son épée. La servante traîtresse parvint seulement à dire qu'elle l'avait prévenue qu'il valait mieux qu'elle parte seule. Le marquis s'approchait lentement du serviteur qui avait accepté son sort. Le jeune homme le transperça une dernière fois de son épée. Et tandis que Polly était dépouillée un à un de ceux qu'elle chérissait, la jeune fille elle-même offrait silencieusement des prières à l'autel devant la statue d'un ange, suppliant tous les saints d'accorder à ses sujets la paix et la prospérité. Médée s'approcha d'elle, mais Psyché ne fut nullement surprise par son apparence et la dame le remarqua. Elle le lui fit remarquer, mais la princesse héréditaire ne répondit rien, ne s'intéressant qu'au sort du chevalier. Posant des questions sur son chevalier, sur son sort, elle se jeta sur Bélial et la plaqua au sol, mais Milady ne résista pas. Polly commença à l'accabler de questions et d'accusations. Elle savait que sa rivale la détestait pour avoir réussi à voler la confiance du prince héritier. Mais elle ne voyait pas cela comme sa faute, car elle savait que Médée n'aimait pas son fiancé, mais seulement son titre. Milady n'avait aucune intention d'avoir cette conversation, ni de partager ses sentiments avec la princesse héritière. Elle était encore en colère que le sort de tout un empire soit entre les mains d'une jeune fille aussi naïve et ignorante. Bélial repoussa sa rivale, car elle ne voyait aucun intérêt à cette conversation et voulait passer aux choses sérieuses. Mais, pour une raison ou une autre, elle plaça mal sa main. Elle tituba et tomba à l'eau. Polly n'eut pas le temps de la rattraper. Elle commença à se noyer, mais réalisa soudain qu'elle pouvait respirer sous l'eau et n'en comprit pas la raison. Il lui semblait que c'était la puissance de Dieu, et elle désirait donc que sa prière soit entendue. Alors que Médée était engloutie par les eaux, elle vit une main qui s'efforçait de l'atteindre. C'était Polly, qui, sans hésiter, se précipita à sa poursuite pour la sauver. Cependant, malgré ce geste miséricordieux de son adversaire, Bélial pria toujours pour que le Dieu entende sa prière et aide à tout enlever à Psyché, en particulier la possibilité d'être une princesse héréditaire. À ce moment-là, quelque chose d'étrange se produisit, et un instant plus tard, elle perdit connaissance. Elle se réveilla allongée dans son lit, entourée de serviteurs inquiets. Médée était certaine que ce n'étaient pas ses serviteurs. L'une des servantes fut surprise par le regard intéressé de leur maîtresse, mais l'autre n'y prêta aucune attention et continua à radoter qu'elle avait très peur pour elle. La jeune fille ne comprenait pas qui étaient ces étrangers. La seule chose qui l'intéressait maintenant était ce qui s'était passé dans le temple. La vieille femme pleurait sans comprendre pourquoi Psyché avait tant de problèmes. En entendant ce nom, la jeune fille bondit et courut vers le miroir. En voyant son reflet, elle faillit perdre l'usage de la parole, car en se regardant, elle réalisa qu'elle était devenue la Psyché de Polly. Elle pensa que tout cela n'était qu'un rêve, mais elle repoussa presque immédiatement cette pensée. Le prince héritier fit irruption dans la pièce. Les domestiques voulurent l'arrêter, car la dame venait de se réveiller, mais le garçon les ignora. Madame le regarda aussitôt, surprise par son arrivée inattendue. Il se précipita vers elle et, lui prenant la main, lui dit qu'il était heureux de la voir reprendre ses esprits, car il était très inquiet pour elle. Médée fut choquée par une telle démonstration de sympathie, mais elle ne retira pas sa main. Après cela, le prince embrassa sa fiancée, annonçant que la coupable serait sévèrement punie. Polly fut follement heureuse d'entendre ces mots. Elle eut envie de rire. Pendant ce temps, la véritable dame Psyché se réveilla à son tour
et vit dans son reflet un visage qui n'était pas le sien. Elle ne comprit pas pourquoi elle regardait maintenant Milady droit dans les yeux. Elle pensa que c'était un rêve, mais réalisa que ce n'en était pas un. La fille ne comprenait pas ce qui se passait et pensait qu'il s'agissait d'une sorte de gros malentendu. Alors elle a quitté la pièce dans laquelle elle se trouvait et a essayé de sortir, essayant de retourner chez elle. Les serviteurs ne comprenaient pas ce qui était arrivé à leur dame, car elle était si effrayée pour la première fois. Ils tentèrent de l'empêcher de sortir, car il pleuvait à verse. La dame se boucha les oreilles avec ses mains. Au palais du prince, Médée tenta de se comporter comme sa rivale, mais ce fut très difficile. Elle faillit commettre une erreur lorsque son fiancé l'interrogea sur la punition infligée à l'ennemi. Bien qu'elle aurait aimé ordonner immédiatement l'exécution de l'intrus, elle comprenait que de tels désirs n'étaient pas les véritables désirs de Polly. Alors, elle prétendit soigneusement qu'elle ne voulait pas que la dame soit punie. Le prince soupira de regret, mais il s'y était préparé, connaissant le bon cœur de sa fiancée. Un bruit étrange se fit entendre dans le couloir, et Sa Majesté demanda ce qui s'y passait. Médée tenta de s'introduire. Elle voulait que les domestiques informent le prince de son arrivée, mais ils la retinrent et ne la laissèrent pas entrer. Fatigué de ce bruit, le prince héritier lui-même sortit dans le couloir et repoussa la jeune fille loin de la porte. Le prince héritier était très en colère contre la jeune fille qui avait osé venir ici en personne, alors qu'elle était responsable de ce qui s'était passé. Néanmoins, il lui fit clairement comprendre que rester ici était dangereux. Médée se couvrit la bouche pour ne pas éclater de rire. Cette situation lui parut très drôle, car en regardant le prince, on aurait dit que Psyché était son seul amour. Le prince faisait comme s'il ne voyait aucun sens à la vie sans Polly. Cependant, cela suscitait de grands doutes, car le marié ne pouvait même pas reconnaître sa bien-aimée dans un autre corps. C'était à la fois drôle et triste. À partir de ce jour, Dame Bélial se vit interdire même l'accès au palais du comte et de Psyché elle-même. Lorsque Médée accepta enfin la situation, elle reprit lentement ses esprits et observa d'abord autour d'elle. Alors qu'elle observait les pièces et tout ce qui l'entourait, acceptant sa nouvelle position, une servante s'approcha d'elle. Celle-là même qui se révéla être une traîtresse. C'était précisément de cela que la jeune fille voulait parler à Milady. La servante avoua qu'elle était en réalité une espionne dans sa maison, mais elle n'avait pas le choix, car elle avait des frères et sœurs malades qui devaient payer leurs soins. Elle dit la vérité sur la mort du chevalier. Elle a également avoué la mort d'un des serviteurs, mais croyait que Lady Bélial était désormais finie. Polly, écoutant la confession de la servante, la serra simplement dans ses bras, prononçant des mots de sympathie. Bien sûr, pendant qu'elle écoutait, elle avait pensé à arracher la langue de cette femme de chambre impudente et à la donner à manger aux chiens, mais elle décida de laisser faire le destin, et si tout revenait à la normale, elle la tuerait. Si tout reste comme avant, il épargnera cette fille. L'aube passa, mais Médée resta dans le corps de sa rivale. Elle regarda par la fenêtre, ravie de la tournure des événements. Elle comprenait désormais tout. En fait, il s'avéra que leurs âmes avaient échangé leur place et que Dieu avait donc exaucé son souhait. Mais elle ignorait si c'était la volonté de Dieu. Le jour de prière suivant aurait lieu 1 an plus tard, mais elle n'était pas sûre de pouvoir revenir. Polly se souvenait avec tristesse de ses proches et du prince héritier. Elle refusait de croire qu'elle était condamnée à vivre toute sa vie dans le corps d'un autre. En réalité, elle savait que Dame Bélial avait de nombreux ennemis, et elle était plus forte qu'eux, tous réunis. Mais pas Polly. Elle comprenait qu'elle était en réalité bien plus faible que son adversaire, et elle était donc fermement convaincue qu'elle ne parviendrait pas à tout surmonter. La jeune fille comprit qu'elle mourrait à la moindre faiblesse, mais elle ne savait pas quoi faire d'autre pour survivre. La faiblesse de la dame la déprimait profondément. La servante entra dans la pièce. La servante s'approcha prudemment du lit de la dame. Elle portait un plateau et annonça qu'elle avait apporté à manger, car madame avait manqué tous les repas de la journée. Sa voix tremblait. La servante était si inquiète que sa voix se brisa, pensant que la dame était déjà très en colère et attendait son châtiment. La dame tendit la main et la jeune fille s'apprêtait déjà à frapper. Cependant, aucun coup ne suivit, et de plus, Médée sourit chaleureusement et remercia la servante pour ces moments. La servante resta un moment immobile, stupéfaite, sans pouvoir dire un mot. Au bout d'un moment,
Les yeux de la servante se remplirent de larmes et elle dit calmement que ce n'était pas la peine de remercier, car elle ne faisait que son travail. De bonne humeur, elle dit aussi qu'elle ferait le lit. Pendant ce temps, le marquis tenta d'envoyer une lettre à dame Médée, mais elle refusa de nouveau, ce qui ne surprit guère Élie. 7 ans s'étaient écoulés, mais il était certain que tout allait bien. Mais quelque chose tracassait le marquis. Alors il décida de rendre visite à Milady, même si son majordome avait apporté des documents qui devaient être réglés. Le gars n'avait même pas peur que la dame le gronde ou même le punisse pour avoir simplement voulu se présenter à elle. Mais même le majordome lui-même savait qu'il ne pourrait pas le retenir. Le majordome était toujours inquiet pour le jeune seigneur, car il y avait diverses rumeurs sur Lady Bélial. Mais si quelque chose la concernait, le marquis devenait immédiatement très sensible à cela, mais il n'en connaissait pas la raison. Pendant que le marquis était allé rendre visite à la dame, la vraie Médée venait d'essayer un nouveau collier que le prince héritier lui avait personnellement envoyé pour son anniversaire. Les servantes l'aidèrent à l'enfiler. Les jeunes filles furent ravies de ce cadeau et félicitèrent la dame à qui il convenait. Une des servantes attira son attention sur le jardin, où les arbres plantés par le comte étaient déjà en fleurs. La dame avait vraiment envie d'aller se promener pour prendre l'air, car les murs de la pièce commençaient déjà à la serrer. Le prince héritier décida également de l'accompagner, mais la jeune fille lui demanda de ne pas trop s'inquiéter. Le prince sourit chaleureusement et demanda à la dame de l'appeler par son prénom, car ils étaient refiancés depuis longtemps. La jeune fille accepta avec joie. Médée était ravie de tout, car tout se déroulait comme prévu. Elle dormait à peine et vit comment, après l'anniversaire du prince, ils se marieraient officiellement, après quoi elle attendait déjà la mort de l'empereur pour devenir l'un des 2 soleils qui brilleraient sur l'Empire. Cependant, quelque chose la tracassait. Elle était très bien traitée, et cela ne pouvait que lui causer des désagréments, car un pas supplémentaire vers la porte principale éveillerait les soupçons, mais elle devait en informer Héla. Milady eut une idée et demanda à se rendre au marché en l'honneur de sa guérison, car elle y avait d'autres affaires à régler. Le prince réfléchit un instant, mais finit par autoriser sa fiancée à visiter le marché. Au marché, la jeune fille acheta un oiseau messager, ce qui la fit se sentir un peu isolée. Elle dut alors attendre poliment le prince, car il ne lui permettait pas d'assister à une conversation importante. La jeune fille était quelque peu alarmée par une telle prudence de la part du prince, alors elle décida que c'était seulement parce qu'elle n'était pas encore sa femme, mais elle voulait quand même vraiment écouter cette conversation, au moins du coin de l'oreille. Finalement, elle ne pouvait plus rien faire, elle ne parvenait pas à les convaincre de l'accepter. Elle décida donc de lire pour l'instant, puisqu'elle était à la bibliothèque. La dame prit un livre et commença à lire. Un instant plus tard, le prince revint. Il s'excusa du retard, mais Polly se contenta d'un sourire chaleureux et dit que le temps avait déjà passé si vite pendant sa lecture. Le prince héritier rit de ce qu'il entendit. Milady fut très surprise par cette réaction. Elle ne s'y attendait absolument pas. Jalos prit le livre et en lut le titre. Il dit que c'était effectivement un bon livre, mais que selon lui, il était très difficile pour Milady. Le prince dit froidement que si la dame voulait un livre d'images, il lui achèterait simplement un conte de fées. Médée ne crut pas ce qu'elle entendait, car ce n'étaient pas les paroles d'une personne aimante, et son regard était méprisant. Psyché était confuse, et ne comprenait pas où elle se trouvait. L'obscurité était omniprésente, et la lumière des bougies ne lui apportait aucun éclaircissement. Soudain, elle aperçut une lumière, et se dirigeait déjà vers elle. Mais quelqu'un l'arrêta. La jeune fille remarqua des mains qui tentaient de l'atteindre. Des voix criaient sans cesse pourquoi la dame se faisait passer pour leur Médée, alors qu'elle ne l'était pas. Psyché était saisie de peur, elle voulait se justifier. Soudain, un prince apparut. Le garçon tira son épée et dit d'un ton calme et froid qu'il allait la décapiter. Il s'approcha lentement de la dame. La jeune fille eut envie de hurler de peur. Elle voulut s'enfuir, se cacher, mais les mains qui la cherchaient finirent par l'attraper et la bloquèrent. Polly implora de l'aide, mais personne n'entendit ses supplications. En un instant, l'épée atteignit la dame. La jeune fille se réveilla aussitôt de cette horreur, le soleil lui éclairant le visage. Elle ouvrit les yeux et vit la servante qui l'accueillit avec un sourire tandis qu'elle nettoyait la chambre. Ce n'était qu'un rêve, rien de plus. Après que le prince eut si cruellement ri de sa capacité à lire,
La jeune fille se tut. Jalos lui demanda pourquoi, et aussitôt, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle implora son pardon. Madame voulait lui dire quelque chose, mais elle était trop timide pour le dire à voix haute. Le prince se pencha donc et lui chuchota la vérité. Le prince soupira et dit qu'il valait mieux en parler ailleurs. Sur ce, ils se rassemblèrent et partirent pour la maison. En voiture, elle songea à la vérité, non à celle qu'elle avait dite au prince. Et la vérité, c'est qu'elle avait perdu la mémoire à cause de son évanouissement. Ou, pour être plus précis, elle avait du mal à se souvenir de certains souvenirs. Tout était comme un brouillard. C'était comme si quelqu'un avait déchiré tous les souvenirs en morceaux, alors pendant un moment, elle a pensé que la lecture l'aiderait. Jalos semblait se soucier d'elle, mais leurs pensées étaient différentes. Polly était troublée par le rêve qu'elle avait fait la nuit dernière, mais ce n'était pas la première fois qu'elle en faisait un. Elle se demandait ce qui lui avait donné ces rêves. Elle pensa que c'était peut-être de la culpabilité. La servante entra dans la pièce. Elle souriait et annonça qu'elle avait apporté à la dame des petits pains pour le thé. La dame remarqua qu'au début, les domestiques s'étaient montrés quelque peu méfiants à son égard. La raison en était un changement soudain de caractère chez leur maîtresse, mais ils s'ouvrirent très vite, comme s'ils avaient attendu cela depuis toujours. Le duc apparaissait rarement à la maison et sa femme était malade. Psyché ignorait combien de temps elle pourrait rester introuvable tant que tout resterait comme avant. Elle envoya une lettre à Milady, mais ne reçut jamais de réponse. Il n'y avait qu'une seule personne qu'elle voulait éviter. Et c'est à propos de cette personne que le messager était venu annoncer son arrivée prochaine. Le marquis était déjà en route pour son palais. Les servantes se couvraient la bouche de surprise, et la dame elle-même paraissait effrayée. Oui, elle savait aussi pour Elio. Travium, un jeune marquis qui était désormais le seul chef de famille après avoir perdu ses parents dans un accident alors qu'il n'avait que 14 ans. On ne lui laissa même pas le temps de faire son deuil. Et des nobles cupides tentèrent d'influencer le garçon d'une manière ou d'une autre, ce qui conduisit à la ruine presque totale de sa maison. C'est durant cette période difficile qu'il rencontra Médée. Suivant ses conseils, il redevint rapidement le chef de la famille Travium et à l'âge adulte, il surprenait déjà la société par ses succès considérables sur le champ de bataille. Dès lors, sa famille prospéra. Psyché savait que Médée et Elio étaient en couple depuis 7 ans. Elle n'était donc pas sûre de pouvoir le duper. Elle-même n'avait jamais interagi avec le marquis en raison de son aura sinistre. Quand le garçon descendit de la voiture, un sourire illumina immédiatement son visage. Il était heureux de revoir madame après si longtemps. Polly. Elle a répondu avec parcimonie à la salutation, sachant qu'elle devait contenir ses émotions. Le marquis regarda imperceptiblement autour de lui. Il comprit que ses inquiétudes étaient vaines, car tout était calme autour de lui, mais il comprit aussitôt que ce silence lui-même était très suspect. Son attention fut distraite par le duc Bélial. L'homme s'approcha pour saluer le marquis. Il semblait ravi de voir le jeune homme en visite. Le jeune homme était également ravi de la rencontrer, mais Polly voyait le père de Médée pour la première fois. Psyché se rendit compte qu'elle était heureuse que le duc soit apparu, car il avait distrait le marquis, dont le regard s'était un instant irrité. La jeune fille pensa que le garçon avait peut-être deviné l'échange de corps. La dame espérait que le marquis et le duc continueraient leur conversation ailleurs, mais elle ne s'attendait pas à ce que le père du rival suggère à Elio de se battre en duel avec sa fille pour lui remonter le moral. Même les domestiques étaient ravis d'un tel spectacle, alors ils se rendirent tous dans l'arène. Polly essaya d'arrêter le duc, mais il ne l'entendait plus. Soudain, quelqu'un lui tira légèrement les cheveux. C'était le marquis. Il dit qu'il n'avait jamais vu Milady se tresser les cheveux ainsi, c'était la première fois de sa mémoire. Psyché paniqua, ces mots la blessèrent comme un couteau, mais elle essaya d'éviter de parler. Finalement, elle enfila des vêtements appropriés et sortit dans l'arène, mais elle voulait quand même s'échapper, car elle comprenait qu'elle pourrait facilement être démasquée. La jeune fille n'avait jamais tenu d'épée auparavant. Elio demanda à Milady d'être plus douce avec lui. Polly fut encore plus bouleversée par ce qu'elle entendit, car elle avait devant elle le meilleur épéiste de l'Empire, et c'est lui qui lui avait fait cette demande. La dame n'imaginait même pas la force de Médée face à de telles demandes. Comparée à elle, Psyché était comme une fourmi.
Elle ne savait même pas si elle pourrait soulever l'épée d'entraînement. Elle se concentra, n'ayant pas d'autre choix. La dame saisit la poignée de l'arme et la leva au-dessus de sa tête. Surprise, elle faillit s'exclamer à voix haute qu'elle y était parvenue, bien qu'elle ne comprenne toujours pas comment. La jeune fille fut comblée de chance et pensa que c'était grâce à la force de dame Médée qu'elle avait pu soulever l'épée. Cependant, Polly ne savait toujours pas comment tenir correctement l'arme. Le marquis le remarqua. Le garçon ne put s'empêcher de se rappeler que c'était dame Bélial qui lui avait appris à tenir correctement une épée, puis à manier l'escrime. Il n'avait pas oublié les leçons qu'elle lui avait données. Aussi était-il étrange que la dame ne le sache pas. Il s'approcha rapidement et saisit l'épée de la dame. Le marquis avait dit qu'une épée se tenait à deux mains. Il est donc étrange que la dame l'ignore, car une véritable Médée ne commettrait jamais une telle erreur. Après qu'il lui eut demandé qui elle était vraiment, la main de la jeune fille se mit à trembler violemment. La dame n'arrivait pas à croire qu'elle avait été exposée. Polly ne voulait pas mourir, alors elle commença à réfléchir à ce que Lady Bélial allait faire. La jeune fille réfléchit un instant, se souvenant de toutes leurs rencontres, durant lesquelles elle avait observé attentivement sa rivale. Adoptant sa pose habituelle, l'air sérieux, elle leva la tête vers le marquis et le gronda. Milady n'apprécia pas que le marquis l'appelle « toi ». Le garçon recula légèrement, surpris, mais Milady pointa son épée sur lui. Psyché refusa de reculer et continua d'avancer. Cependant, si la jeune fille n'essaya pas, le marquis remarqua qu'elle jouait ce rôle avec trop de prétention. Il fut alors certain que dame Médée n'était pas devant lui. Néanmoins, des doutes commencèrent à s'insinuer. En la regardant, il ne comprenait pas qui se trouvait devant lui si ce n'était sa dame. Elio s'approcha lentement, pressant plus fort l'épée contre son cou. Du sang coulait de la blessure. Le jeune homme demanda à le punir. Pour une véritable dame Bélial, cela aurait pu être approprié, mais Psyché ne put supporter cette vue plus longtemps et jeta rapidement son épée. S'efforçant de se contrôler, elle se dit que ce serait la fin. Les serviteurs qui les observèrent depuis tout ce temps commencèrent à chuchoter. Ils n'avaient jamais vu de sang couler sur le terrain d'entraînement. Le majordome non plus n'avait jamais vu la situation en arriver là. Milady ordonna que la blessure du marquis soit soignée rapidement. Après les soins, le jeune homme rentra chez lui. En guise d'adieu, il s'excusa pour son comportement et Polly décrivit à nouveau avec soin son rival. Cependant, il ne voulait pas lui dire au revoir là-bas, il avait une requête. Comme le marquis le savait, la dame devait assister à un banquet dans une semaine. Il lui demanda donc s'il pouvait lui servir d'escorte. La dame fut un peu décontenancée, mais en regardant le marquis dans les yeux, elle remarqua qu'ils étaient rouges. On aurait dit qu'il était sur le point de pleurer. Lui effleurant le visage, elle sourit et acquiesça joyeusement. Alors que la voiture du marquis disparaissait derrière les grilles de sa maison, Polly baissa les yeux sur ses mains. Elle tremblait encore. Alors elle en saisit une pour la stabiliser. La dame n'arrivait pas à croire qu'elle avait réussi. La dame s'arrêta un instant, réalisant que ce n'était pas son mérite, mais celui de Médée. Néanmoins, la jeune fille ressentit une étrange poussée de force, qu'elle apprécia beaucoup et aussi une certaine fierté. Alors que le marquis se rendait à sa propriété, une pluie torrentielle se mit à tomber. Le majordome sortit à sa rencontre et voulut couvrir le garçon d'un parapluie pour qu'il ne soit pas mouillé, mais Elio passa simplement à côté, marmonna d'abord quelque chose. Puis il dit que tout cela était étrange, car Médée l'appelait par son nom pour la première fois, chose qu'elle n'avait pas faite depuis sa majorité. Élie était le nom de famille qu'elle utilisait toujours. Le garçon serra le poing. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne comprenait pas pourquoi tout avait basculé si brusquement. Tard dans la nuit, Polly se préparait à aller se coucher à la maison des Psyché. Les servantes tournaient autour d'elle, essayant de la calmer, car elle n'arrivait pas à dormir, tellement elle était inquiète pour son mariage à venir. La servante, quant à elle, était ravie de voir toute cette animation, car des invités venus de tout l'Empire étaient réunis. Il y aurait de la musique et un grand festin, avec leur maîtresse et le prince au centre de l'attention. La nourrice de la princesse héritière ne comprenait pas pourquoi la servante s'inquiétait davantage que la dame elle-même. La jeune fille ne put l'expliquer, mais sur ce, elles laissèrent Milady seule, lui souhaitant bonne nuit. Finalement, restée seule, Médée n'eut plus besoin d'afficher un sourire. Elle devint aussitôt sérieuse et quelque peu en colère.
Il lui était très difficile de poursuivre cette mascarade. Elle en avait assez. Cette servante commençait à devenir vraiment agaçante. La jeune fille songea même à s'en débarrasser, mais elle y renonça, comprenant que tout cela deviendrait inutile dès qu'elle épouserait le prince. La dame s'assit à la table et regarda le matériel. Tout était prêt, l'oiseau, la feuille, l'encre et le jus d'un citron. Elle utilisa le jus comme encre, car cela l'aiderait à écrire la lettre cachée. Une telle lettre ne serait lisible qu'en la plaçant au-dessus d'un feu. Lady supposa qu'Ellie aurait dû deviner l'étrange changement de comportement, mais il ignorait certainement tout de l'échange de corps. Dans la lettre qu'elle écrivit, elle décrivit en détail tous les événements qui s'étaient produits. Ce serait la dernière pièce du puzzle. Polly sortit l'oiseau de la cage et attacha soigneusement le papier à la patte d'oie. Et l'oiseau s'envola pour délivrer le message. Cependant, il ne vola pas loin à temps. Presque aussitôt, quelqu'un le remarqua et tua le pauvre animal. L'homme, en lisant la lettre, en devina le secret. Le prince héritier lut attentivement tout ce qui était écrit dans la lettre. Il ordonna au serviteur de faire son rapport et celui-ci rapporta avoir vu cet oiseau s'envoler par la fenêtre de dame Psyché. La lettre était destinée au marquis. Satisfait du service de ménage, Jalos félicita le garçon pour ses services qui avaient permis d'intercepter cette misérable lettre. Il ordonna que le papier soit brûlé et qu'il se présente devant le comte le lendemain. Cependant, tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait, car Médée savait qu'elle pouvait être suivie, alors elle envoya la première lettre falsifiée. Elle savait déjà que le prince allait l'intercepter à l'instant même. La vraie lettre devait déjà être arrivée. Au petit matin, un chat s'approcha du marquis. Le garçon prit l'animal dans ses bras, surpris par son apparence, mais il remarqua aussitôt le papier accroché à sa queue. Et Polly se préparait à l'arrivée du prince héritier. La servante se précipita autour d'elle, s'efforçant de remettre la dame en ordre au plus vite, tout en s'indignant de l'arrivée soudaine du prince. Sans même frapper, le prince entra dans la chambre de la mariée. Heureusement, la jeune fille eut le temps de s'habiller. Yalos ne perdit pas de temps pour la saluer, mais décida immédiatement de passer aux choses sérieuses et de discuter. La jeune fille l'invita à prendre le thé du matin et commença à gazouiller joyeusement, se réjouissant de son arrivée, mais le prince était agacé par cette conversation insensée, car il savait que le véritable but de sa visite n'était pas cela. La dame avoua avoir vu le prince en rêve la nuit précédente. Aussi, lorsqu'elle apprit par les servantes qu'il allait venir, elle fut très heureuse. Le garçon s'efforça de ne pas se fâcher, mais de jouer le jeu de la mariée et sourit. Mais au bout d'un moment, il se pencha brusquement vers elle et lui murmura à l'oreille qu'elle devait cesser de communiquer avec Lady Médéa, citant quelques mots d'une lettre qu'il avait interceptée la veille. Polly était alarmée. Elle se couvrit le visage de ses mains, feignant d'être profondément désolée. En réalité, elle savait qu'on l'observait constamment. Mais il y eut un étrange moment où le prince apparut. Alors, tous les serviteurs qui l'avaient accompagné tout ce temps disparurent soudainement. Elle comprit alors que les espions du prince ne voyaient aucune menace en Psyché, raison pour laquelle il se comportait avec tant d'insouciance, et tant mieux. L'avantage était que, grâce à ce facteur, la jeune fille pourrait tout expliquer. Récemment, un message du marquis des Hélios était arrivé, annonçant le désir de Médée de renouer leur amitié. Pour preuve, le marquis lui remit une lettre contenant un fragment d'une correspondance amicale. Cependant, le jour de leur rencontre, en raison de la visite inattendue du prince héritier, ils n'eurent même pas le temps d'échanger quelques mots. Après cela, Lady Bélial a proposé de parler au banquet, mais a été refusée car Polly n'a pas répondu à cette lettre, mais l'a renvoyée parce qu'elle ne voulait pas contrarier le prince héritier. La jeune fille craignait que, par ses actions, le prince ne la trouve pitoyable. Jalos ne répondit rien. Il se leva lentement et, s'approchant d'elle, la serra dans ses bras pour lui montrer qu'il ne pensait rien d'elle. Après cela, il la laissa partir et appela aussitôt son serviteur, lui ordonnant de lui apporter les bijoux et la robe que Psyché porterait au banquet. Le serviteur obéit et alla immédiatement l'exécuter. Un instant plus tard, le serviteur revint, tenant un bracelet assez imposant. Le prince héritier demanda à la dame de lui donner sa main, et elle obéit, ne s'attendant à rien de mal. L'homme ne mit pas le bijou, mais le tint simplement.
Il sourit froidement en voyant que ce bracelet était parfait pour dissimuler les ecchymoses qui pourraient se former à l'avenir. La jeune fille fut un peu décontenancée par ce qu'elle entendit, n'en comprenant pas le sens. L'instant d'après, les mains de la dame étaient menottées. Elle n'eut même pas le temps de réagir. Sa réaction était proche du choc. Le prince déclara que Médée manigançait quelque chose de mal. Il était sûr que cette fois le voleur réussirait à empoisonner sa fiancée. Alors il ordonna que Poly soit enfermée au sous-sol et que les domestiques veillent à ce que la dame ne puisse pas contacter la famille Bélial. La jeune fille supplia le prince de ne pas agir ainsi, mais il ne prêta aucune attention à ses supplications. Les serviteurs, n'entendant rien, traînèrent la dame de force. Jalos les arrêta un instant et se tourna vers Poly avec un regard pitoyable. Il promit à la jeune fille que cela ne durerait pas longtemps et qu'il la laisserait partir juste avant le début de la fête. L'homme affirma qu'il avait agi ainsi par amour pour elle. Cependant, la jeune femme, bien sûr, ne crut pas à cette méthode. Il lui semblait absurde que le prince veuille enfermer sa bien-aimée dans un sous-sol au nom du grand amour. En réalité, toute cette histoire de rétablissement de bonnes relations n'était qu'une distraction pour Psyché. Elle supplia intérieurement quelqu'un d'arrêter le prince, mais elle vit l'infirmière pleurer et s'arrêta un instant. La femme ne versait pas de larmes à cause d'elle, mais parce que la dame contrariait Jalos et lui demandait de ne pas faire cela. En entendant cela, Médée fut profondément déçue par les serviteurs, bien qu'elle n'en ait pas été très satisfaite auparavant. Après cela, elle comprit que personne dans cette maison n'était lucide, mais elle ne fut pas surprise. Assis dans la pièce, le prince héritier se demandait s'il avait été trop cruel envers la pauvre dame, mais il n'y avait pas une once de compassion dans sa voix. Le serviteur, qui se tenait à ses côtés comme un chien fidèle, ne dit mot. Le prince poursuivit en disant que Médée était unique au monde. C'était une femme des plus méchantes, rusées et perspicaces. Il ne pouvait donc rien faire, et des précautions supplémentaires n'auraient pas fait de mal. Poly fut emmenée à la prison où le prince l'avait ordonné. La jeune fille regarda autour d'elle. L'endroit ne ressemblait absolument pas à la cellule à laquelle elle s'attendait. Il y avait du monde autour. Cependant, tout ne se déroula pas comme prévu. La fenêtre de Poly. La fillette se réveilla, mais ne comprit pas ce qui se passait. La dame sortit du lit pour voir ce qui se passait. L'inconnu marchait lentement le long de l'arbre. Elle crut d'abord que c'était le vent extérieur qui soufflait si fort que les arbres se courbaient, mais un instant plus tard, le marquis entra dans la pièce et regarda attentivement la jeune fille. La dame recula légèrement. 2 coups frappés à la fenêtre de droite, la plus proche du lit de la dame, signifiaient le signal approprié qu'ils avaient trouvé il y a longtemps pour se rencontrer secrètement. Mais maintenant devant lui se trouvait l'inconnue dame Bélial. Et bien sûr, la jeune fille ignorait tout de ce stratagème. Psyché tenta de se défendre, mais Hélio ne s'attendait pas à cela. Il l'invita calmement à se présenter à nouveau et l'appela par son nom. La dame s'inquiéta, ses mains se mirent à trembler. Elle ne s'attendait pas à ce que le marquis soit déjà au courant. Il lui dit seulement qu'elle avait réagi trop longtemps, car une véritable Médée l'aurait déjà visée avec son épée. Elle le regarda d'un air incompréhensible. S'approchant de lui, le marquis lui dit que si quelqu'un d'autre se trouvait devant elle, la dame serait en danger. Il ajouta que de nombreuses connaissances de Médée seraient présentes au banquet. L'homme lui dit que même ses mouvements ou son comportement pouvaient la démasquer, et que pour éviter cela, il lui donnerait quelques leçons. La dame ne comprenait pas pourquoi la marquise avait besoin d'agir ainsi, puisqu'il la méprisait. On ne pouvait pas dire que le marquis lui-même en fût satisfait, mais il ne tenait pas compte de ses sentiments. Médée lui avait personnellement confié la protection de Poly, aussi Hélio n'osa-t-il pas désobéir à l'ordre. Pendant ce temps, l'horloge sonna minuit, marquant le début d'un nouveau jour. Où que se trouvât dame Bélial, elle entendait le carillon, ce qui signifiait pour elle qu'il restait 5 jours avant le début du festin. Quelque chose de très fort, de puissant et de fascinant soutenait cet empire, une force divine qui lui offrait un soutien sans précédent. Les 2 branches du pouvoir qui en prirent le contrôle prirent le nom de Efferando. La première était la famille royale, responsable de l'expansion territoriale sur la scène politique, et la seconde était la Sainte Église, qui cherchait à maintenir la stabilité au sein du pays.
Elles étaient en quelque sorte les piliers de l'ordre. Ces Eusteres ont connu 2 printemps et 2 hivers. La débutante, qui marqua le début de l'âge d'or, était déjà attendue par la plupart des mondains. Pourtant, il y a 3 ans, les rumeurs à son sujet étaient inhabituelles. Puis, lors d'un banquet, tout le monde discutait avec animation de Psyché Polie, la fille du comte, car un jour important était arrivé pour elle. C'était assez étrange et la plupart des gens avaient déjà abandonné l'espoir de la revoir. Cependant, cela s'est produit parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles la jeune fille souffrait d'une sorte de maladie chronique grave. Mais un monsieur a nié cela, disant qu'en fait, il y avait des rumeurs selon lesquelles la comtesse avait donné naissance à un démon. Un des hommes respectables demanda à dame Médée son avis personnel à ce sujet. Tels étaient leurs rôles dans la société. L'une avait été ternie bien avant sa première apparition publique, tandis que l'autre avait déjà acquis une influence considérable. Elle réfléchit un instant, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Au bout d'un moment, la dame répondit que de nombreuses personnes influentes dissimulaient ainsi les moments difficiles pour leur famille, et certaines le faisaient à l'aide de bijoux. Lorsqu'elle eut fini de s'exprimer, un moment de silence régna autour d'elle, mais presque aussitôt, tous se mirent à louer la brillante intelligence de la dame. Soudain, tous se tournèrent vers elle. Tout le monde commença à discuter avec anxiété, ne croyant pas que la fille du comte était là. Elle ne ressemblait pas du tout à celle dont on avait entendu parler. Polie se révéla belle et souriante. Pendant ce temps, les leçons promises par le marquis se poursuivaient sans relâche. Le garçon corrigeait chaque geste ou chaque mot prononcé par Psyché. Il disait que la dame devait encore bien se souvenir de tout. La jeune fille était au courant, mais tout était très compliqué. Elle avait du mal à croire que Médée avait appris tout cela à 8 ans. Les larmes lui montèrent aux yeux et le marquis lui demanda de ne pas le regarder ainsi. Héliot fit également remarquer que Polie devrait faire plus d'efforts pour ne pas montrer ses émotions en public, car Lady Bélial traitait toujours tout le monde avec froideur. Cela dit, le marquis observa attentivement. L'homme ne savait pas si la jeune fille réussirait vraiment. Malgré son âge, elle était illettrée en sciences modernes, mais il avait remarqué qu'elle avait un instinct qui se réveillait au moment critique. La marquise espérait que l'instinct de la jeune fille l'aiderait. Pendant ce temps, Médée était toujours assise dans le cachot. Regardant par la fenêtre, elle remarqua qu'il était déjà tard dehors. Cependant, personne ne vint la libérer. Le prince héritier attendait le rapport du serviteur qui venait d'arriver. L'homme rapporta que rien d'étrange ne s'était produit dans le domaine du duc pendant ce temps. Le lendemain matin, au palais de Bélial, le marquis regarda Polie avec surprise. La jeune fille était magnifiquement habillée, mais sa robe était bien trop extravagante. La dame rougit légèrement, trouvant son air étrange. Héliot ne voulait pas dire ça. Il l'a juste avertie qu'elle n'était plus princesse héréditaire et qu'attirer trop l'attention sur elle pourrait mal finir. Le marquis l'aida à se coiffer. Polie s'habitua peu à peu à la présence du marquis et put se confier à lui sur certaines choses. Elle dit qu'elle attendait cette soirée avec impatience, car le prince lui-même lui avait promis de passer du temps avec lui. Et le prince héritier tint sa promesse. Il vint au banquet avec sa fiancée. Au poignet de la jeune fille se trouvait le même bracelet censé cacher les traces des menottes. Ils partirent. Quelque chose troublait Médée. Le jour où elle dut descendre dans les cachots sur ordre du prince, elle s'attendait à voir une chapelle, voir un cachot, mais il s'avéra que ce n'était qu'une pièce ordinaire. Cette pièce n'avait rien de spécial, juste un simple placard où quelqu'un avait vécu. Par exemple, Psyché. Elle avait dû y vivre toute sa vie, jusqu'au jour de ses débuts, à l'âge de 19 ans. Assise dans ce placard, les mains entravées, Médée n'arrêtait pas de se demander « Pourquoi ?» Comment Polie avait-elle pu vivre au sous-sol aussi longtemps? Et surtout, comment le prince héritier avait-il découvert cette pièce? Il n'y avait plus de temps pour penser au passé, car la fanfare retentissait à plein volume et le héros annonçait l'arrivée de dame Psyché Polie et du prince héritier Ialos Orn Eferanto au banquet. Les invités commencèrent à les accueillir. Médée commença à scruter les invités pour trouver sa rivale, mais elle ne perdit pas de temps, car la dame elle-même la cherchait déjà, le regard inquiet. Elles finirent par se rencontrer, mais sous des apparences différentes. Autrefois, le sourire de la vraie Polie avait donné envie à dame Bélial de l'étrangler de ses propres mains. Mais aujourd'hui,
Qui dame Psyché voyait-elle vraiment devant elle? C'était ce qui intéressait Médée. Le tyran qui lui avait volé l'amour de sa vie, ou l'homme qui avait mis tous ses problèmes sur ses épaules. Les filles continuaient à se regarder dans un silence muet. Chacune avait quelque chose à se dire. Soudain, Psyché ressentit un choc lorsque les gens autour d'elle se mirent à louer le couple du prince héritier. Mais elle savait que tout cela n'était qu'un mensonge et qu'elle n'était plus dans son corps. Sa déception fut d'autant plus grande. La dame ne comprenait pas pourquoi personne n'avait encore deviné l'échange, puisqu'elle était la seule à se tenir là à cet instant. Sans même s'en apercevoir, Milady s'approcha lentement du prince. Soudain, le marquis l'arrêta, l'empêchant d'aller plus loin. Ses pensées revinrent aussitôt à la normale et elle le regarda. L'homme voulait ramener la dame à la raison et lui dit que tout le monde bavardait exprès pour la mettre en colère. Il se pencha et murmura d'un ton de reproche qu'elle avait dû oublier ce qu'il lui disait. Pour l'instant, il ne pouvait qu'observer le couple de loin. La jeune fille serra les dents et écouta. Pendant ce temps, le prince héritier invita sa fiancée à danser. Milady accepta son invitation. Les musiciens jouèrent et ils dansèrent. Tous les invités commencèrent à contempler en silence ce merveilleux spectacle. En tournant dans la danse, Jalos fut quelque peu surpris et demanda si tout allait bien avec la dame, car pendant tout ce temps, elle n'avait pas marché sur son pied une seule fois. Polly sourit innocemment, heureuse d'avoir bien essayé. Elle ignora les reproches colériques du prince, mais joua plutôt avec lui, prétendant être son épouse, mais elle ne le regarda même pas et continua à chercher sa rivale. La vraie Psyché, quant à elle, observait également leur danse et ne pouvait détourner le regard. L'air triste. Médée souriait du coin de l'oreille, écoutant les doux discours du prince et en étant même quelque peu surprise. Cependant, aussi belle que fussent les paroles du prince héritier, Milady n'en croyait aucune. Il pouvait en dire autant, mais elle voyait bien que tout cela n'était qu'une tromperie, car elle ne pouvait même pas reconnaître la substitution. La danse prit fin et ils s'assirent sur leur trône légitime. Des ambassadeurs de différents pays s'approchèrent aussitôt d'eux, leur présentant des cadeaux envoyés par les dirigeants d'autres pays. Les invités souhaitèrent également la bienvenue au couple. Soudain, un serviteur s'approcha du prince héritier et annonça l'arrivée d'invités spéciaux. La jeune fille entendit cela, mais ne put entendre la suite de la conversation. Le garçon se leva et annonça qu'il reviendrait bientôt. Elle promit de l'attendre, mais dès que le prince disparut dans le couloir, la dame se leva aussitôt et partit, ignorant les invités. Le marquis, qui la cherchait, le remarqua. Médée l'invita du regard à lui parler. Polly perdit le marquis de vue et se mit à sa recherche. Soudain, quelqu'un l'appela. Une dame blonde s'approcha d'elle et se mit à gazouiller, disant qu'elle l'avait enfin trouvé car elle l'avait déjà cherché. Il y avait quelques autres dames debout à proximité, mais il semblait qu'elle cherchait simplement une occasion d'avoir plus de gens autour d'elle pour exprimer sa sympathie, car elle s'inquiétait pour Médée, connaissant certaines des rumeurs qui circulaient. Les autres filles écoutèrent aussitôt, se demandant ce que ces rumeurs pouvaient bien être. D'un air innocent, la commère affirma que tout le monde ne parlait que de l'amour passionné de dame Bélial pour le prince. Psyché, jetant un coup d'œil à la jeune fille, comprit immédiatement qui elle était, car le marquis l'avait déjà mentionné. C'était la plus jeune fille du comte Saïr qui avait autrefois suivi Médée partout, mais avait été ignorée. Agacée par le comportement de dame Bélial, la jeune fille jouait constamment des tours à Polly. Une fois, elle renversa même du thé et commença à s'excuser comme si c'était par accident, mais ce n'était pas le cas. Elio, parlant d'elle, dit que la dame devait regretter ses actes maintenant, car elle ne s'attendait certainement pas à la voir dans le rôle de princesse héréditaire. Séra était obsédée par l'obtention d'un statut élevé. Elle n'hésita donc pas à tout faire pour se réhabiliter aux yeux de Psyché, afin que le marquis ne soit pas surpris si la fille du comte commençait à ridiculiser Lady Bélial. Polly pensa que c'était une excellente occasion de vérifier. La vraie Médée sortit sur le balcon et remarqua qu'il y avait beaucoup de vent dehors. La jeune fille fut un peu déçue, persuadée que tout se déroulait comme prévu, mais elle craignait d'être elle-même tombée dans un piège. La famille de Polly était étroitement liée à la Sainte Église, mais cette information était hautement classifiée, connue uniquement de la famille impériale, car même elle n'en avait aucune idée. La relation entre les deux factions était pour le moins odieuse,
mais il devait y avoir une raison pour laquelle Jalos avait choisi Psyché comme princesse héréditaire. Tout ressemblait à une histoire d'amour. Mais elle connaissait la vérité. Il devait y avoir quelque chose de plus dans cette histoire, quelque chose qu'elle aurait pu ignorer, manquer. La dame s'appuya anxieusement contre la balustrade. Ce moment ne lui laissait aucun répit. Un bruissement se fit entendre. Ses pensées disparurent aussitôt. Elle releva la tête et vit le marquis qui, sautant de branche en branche comme un écureuil, descendait vers elle. Une fois descendu, il s'assit sur la balustrade. La dame resta silencieuse, mais un sourire illumina son visage. Elle était extrêmement heureuse de revoir son vieil ami, qu'elle appelait par son surnom familier Élie. Le marquis ne put contenir sa joie à cette rencontre. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il avait enfin réussi à rencontrer sa compagne. L'homme voulut immédiatement lui dire combien il s'inquiétait pour elle depuis tout ce temps. Il n'arrivait pas à croire qu'il pouvait la revoir. Pendant ce temps, Polly décida de voir si elle pouvait vraiment tromper quelqu'un d'autre que le marquis. Face aux reproches furieux de Serra, elle se contenta de sourire, affichant une expression froide et méprisante. Les paroles de la jeune fille ne la dérangèrent pas du tout. En fait, elles la mettaient même en colère. Alors, utilisant les expressions faciales de Lady Bélial, Psyché dit d'une voix calme qu'elle regrettait d'avoir cédé à un certain relâchement en raison de sa santé. Mais maintenant, elle ne voulait pas fermer les yeux sur un tel traitement irrespectueux de la part de sa rivale. Alors, il valait la peine de donner l'ordre de trancher la gorge de l'impudent. Serra était sérieusement effrayée, et les autres discutaient. L'une des dames qui entendit cette conversation se précipita immédiatement vers Médée pour tenter de sauver la vie de ces rumeurs insensées, car elle risquait de mourir. Les jeunes filles se tenaient aux côtés de Milady, niant les rumeurs. La fille du comte, indignée par le comportement de la dame, déclara qu'il l'avait piégée il y a un instant et qu'il s'opposait maintenant à elle. C'était un spectacle plutôt étrange pour Polly. Lady Serra, qu'elle avait autrefois tant craint, ne ressemblait plus maintenant qu'à un pion ordinaire. Alors elle commença à croire que si elle continuait ainsi, elle serait certainement capable de vivre comme Lady Bélial, et elle sourit. Soudain, elle entendit la conversation des autres invités. Ils se demandaient où le prince héritier avait bien pu aller, pensant qu'il allait se promener. Les gens ne cessaient de discuter de la joie et des sentiments chaleureux du prince pour dame Psyché. Et les rumeurs concernant le mariage l'avaient complètement épuisée. Elle ne comprenait pas pourquoi elle avait fait preuve d'une telle fierté et d'une telle arrogance. Ignorant tout, elle se précipita dans les escaliers. La dame continuait de courir sans distinguer la route. Tout flottait dans ses yeux. Elle commença à se demander s'il y avait un quelconque avantage à vivre comme Médée, observant tout le monde du haut d'une haute montagne, tuant d'un geste léger de la main. Elle courut dehors et se retrouva sur la grande véranda. Son souffle s'arrêta, à force de courir si vite qu'elle s'arrêta pour se calmer. Elle commença à comprendre que tout cela n'avait aucun sens. Les larmes lui montèrent aux yeux en se souvenant de la personne qu'elle voulait protéger, car ce jeune homme souriant et sincère n'existait plus. Elle se laissa glisser le long du mur, essayant de retenir ses sanglots. Psyché ne voulait plus de cette souffrance. La vie lui devenait insupportable. Elle commença à tout détester. Levant la tête au ciel, elle se mit à prier pour que tout cela cesse et que la dame puisse retrouver son corps. Au sous-sol du palais, où se tenait un bal à l'étage supérieur, le prince héritier compta tous ceux qui se tenaient devant lui. 5 en tout, il en était satisfait. Il s'agissait de membres de l'ordre chevaleresque d'élite de l'empereur. La tâche que le prince voulait leur confier était très facile. Une seule personne aurait suffi, mais il avait besoin de garanties. Leur objectif était faible. Jalos leur ordonna d'apporter les votes de sa fiancée. Le prince héritier était sûr que ce crime resterait impuni pour lui, car personne ne soupçonnerait une personne aussi respectable, et lui, à son tour, n'aurait qu'à faire semblant d'avoir des remords inexprimables. Pendant ce temps, Médée informa la marquise de ses projets et lui annonça qu'elle pourrait réintégrer son corps dans 1 an, le jour de la prière, si le prince ne l'épousait pas. Il n'y avait aucune garantie précise, mais elle ne s'inquiétait pas. Cependant, elle ne voulait pas lui parler du mystérieux sous-sol pour ne pas inquiéter son ami, car elle voyait combien il était heureux d'être près d'elle.
Soudain, quelqu'un s'approcha d'eux et ils devinrent méfiants. Le marquis fut contraint de la quitter, mais avant de partir, il lui remit un petit paquet et la pria de l'accepter. Le jeune homme se cacha alors discrètement derrière la cime des arbres, à l'abri des regards. Milady ouvrit le paquet et émit un petit rire satisfait à la vue du cadeau. Elle était heureuse que le marquis la connaisse si bien. Une femme s'approcha par derrière et interpella dame Psyché, lui annonçant que le prince la cherchait. Elle poursuivit en disant que le prince héritier l'attendrait dans le jardin, car il voulait lui apporter un cadeau. Elio entendait encore cette conversation. Il regrettait de ne pas avoir eu assez de temps, car il voulait apporter autre chose. De Médée lui importait peu. Elle a toujours été et sera la seule personne pour laquelle il est prêt à donner sa vie sans l'ombre d'un doute. Pendant ce temps, il retourna au bal, où il se mit à la recherche de Polly. La jeune fille était introuvable, ce qui commença à l'inquiéter. Séira s'approcha de lui. La dame savait déjà que le marquis la cherchait, mais le garçon ne répondit pas. Elle était prête à lui révéler où dame Bélial était partie. Mais elle avait une requête à lui adresser. La jeune fille lui expliqua qu'elle avait récemment eu une conversation et qu'elle avait dit une bêtise par négligence. La dame dit que ces paroles auraient pu irriter Médée par inadvertance, ce qui la mit en colère et la poussa vers la sortie. Séra demanda à commander un discours pour elle. Elio ignora cela et se dirigea vers la direction indiquée. Pendant ce temps, les chevaliers engagés par le prince s'en allèrent accomplir leur mission. Ils emmenèrent Polly dans une forêt sombre. La jeune fille commença à soupçonner quelque chose, mais la femme fit semblant de ne rien savoir. Elle dit qu'elle ne faisait qu'exécuter l'ordre de Sa Majesté, tout en adressant un signe silencieux à l'un de ses collègues. Il sortit rapidement un couteau et tenta de tuer Psyché, mais celle-ci, sentant quelque chose, esquiva le coup. Le tueur fut très surpris, car la dame ne semblait pas avoir échappé à la mort. Quelque peu choquée, elle esquiva et recula avant de s'effondrer au sol. La dame commença à murmurer quelque chose, effrayée. Le chevalier pensa que c'était juste un coup de chance, car il se souvenait des paroles du prince à propos de la jeune fille. Médée ne comprenait pas ce qui se passait ni pourquoi elle avait été attaquée. Ce qui la surprit encore plus, ce fut que son corps refusa d'obéir et se mit à trembler, bien qu'elle-même n'ait jamais eu peur de la famille impériale. Un des chevaliers s'approcha d'elle, la saisit par les vêtements et la souleva du sol. L'homme lui demanda de ne pas bouger et lui promit que tout se passerait vite et sans douleur. Il leva de nouveau son épée au-dessus d'elle et se prépara à l'exécuter. Un bruit de coups retentit, du sang gicla tout autour. Finalement, le marquis trouva la jeune fille. Elle était toujours assise là, cachant son visage baigné de larmes, et ne remarqua même pas que quelqu'un s'était assis à côté d'elle. Elio n'aurait jamais imaginé revoir un jour les larmes de Médée. Il essuya les gouttes salées avec son mouchoir. La dame prit la parole et dit qu'il devait être désolé de la voir dans un tel état. Elle se croyait idiote de ne pas pouvoir retenir ses larmes. Elle se mit alors à louer dame Bélial, car elle était extrêmement talentueuse et n'avait jamais été dénoncée auparavant, pas même par le prince. Cette pensée la rendit de nouveau malade et elle se détourna. La jeune fille essaya de retenir ses larmes, mais à la pensée du prince et de son impuissance, elles jaillirent à nouveau traîtreusement de ses yeux. Elle dit que bientôt, elle fuirait à nouveau tout, la queue remuante. Si cela arrivait, on devinerait sans doute sa faiblesse. La jeune fille craignait de ruiner tous les plans que sa rivale avait si soigneusement élaborés. Le marquis l'écouta. Un instant plus tard, Elio déclara que cela n'arriverait jamais, que cette fille était trop forte pour être bouleversée par quelque chose d'aussi insignifiant. Polly fut très surprise par ce qu'elle entendit et par le ton du garçon. Elle pensa que le marquis aimait Médée, ce qui fit rire le jeune homme. Il dit qu'il était étrange d'entendre de telles paroles de la part d'une dame, surtout dans le corps d'une autre. Elle voulut ajouter quelque chose, mais la neige l'en empêcha. La neige commença à tomber sur le visage ensanglanté de Psyché, et elle eut soudain une révélation. Elle était certaine d'être entrée dans le corps de sa rivale par la volonté de son Dieu gardien qui avait entendu 16 prières. Cependant, il semblait que tout cela n'était que pour le plaisir de l'instant. Les collègues du chevalier ne comprirent pas ce qui s'était réellement passé, et la femme avait déjà commencé à l'appeler pour qu'il cesse de s'occuper du cadavre depuis si longtemps. Il resta silencieux, mais soudain,
le corps de leur camarade commença à tomber et ils virent qu'il était déjà mort. Soudain, un rire de jeune fille, fort et sonore, résonna dans la forêt. Les chevaliers furent sur le qui-vive. Les oiseaux furent effrayés. Devant eux se tenait Psyché, indemne, bien que entièrement couverte du sang de l'un d'eux. La jeune fille tenait devant elle le poignard que le marquis lui avait offert et le remercia intérieurement pour ce cadeau. La chevalière cligna des yeux. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une femme aussi faible puisse se débarrasser de sa camarade d'un seul coup. Elle n'arrivait pas à croire que c'était Polly elle-même qui se trouvait devant eux. La chevalière cria aux autres de se tenir prêts, mais Médée fut bien plus rapide et avait déjà mis le poignard sous sa gorge. La femme comprit qu'elle n'aurait même pas le temps de récupérer l'épée après sa mort. La dame se mit à lui crier dessus, lui demandant qui l'avait commandé. Elle a deviné qu'il pouvait s'agir du prince héritier. Alors elle a immédiatement commencé à poser des questions à son sujet. Mais elle soupçonnait qu'il pouvait également s'agir d'intrus d'un autre royaume qui avait déjà commencé à agir. La femme ne répondit à aucune des questions, même si elle aurait pu tenter de les esquiver. Elle s'apprêtait déjà à tuer le chevalier, mais derrière elle, quelqu'un atterrit brusquement et sortit une épée. La jeune fille l'entendit. Le chevalier la chargea à la vitesse de l'éclair, incapable d'atteindre la jeune fille, mais elle para le coup, bien qu'elle fût projetée en arrière de quelques mètres. Les autres chevaliers eurent le temps de prendre leurs armes et de se préparer à l'attaque. La chevalière frotta la plaie sur sa gorge. Elle comprit que Dame Psyché voulait la tuer. Et ces intentions étaient certainement déloyales, et elle comprit donc qu'ils avaient sous-estimé leur adversaire. Médée observa également attentivement. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas de simples soldats. Pourtant, ces personnes s'attendaient à voir devant elles une femme sans défense, n'ayant jamais tenu d'armes auparavant. Malgré cela, les guerriers s'adaptèrent rapidement, malgré la soudaineté de l'ennemi. C'étaient de véritables chevaliers, elle en était désormais certaine. La chevalière appela de nouveau ses camarades un instant plus tard. Elle les avertit de ne pas prêter attention au fait qu'à première vue, ils étaient face à une fille faible, mais ils devaient se battre de telle sorte qu'ils affrontaient un adversaire de force égale. Médée se prépara également au combat. Si ces guerriers ne s'étaient pas battus avec acharnement, il n'y aurait eu aucun mal à les vaincre. Cependant, elle se souvenait combien il était difficile de parer un coup du chevalier. Ses mains tremblaient. C'était plus difficile avec un corps aussi faible. Pendant ce temps, le prince héritier était déjà de retour au bal. Un des messieurs le remarqua et s'approcha aussitôt pour le saluer et lui souhaiter un joyeux anniversaire. Jalos le remercia et se mit discrètement à la recherche de la dame. Ne voyant pas sa fiancée parmi les invités, le jeune homme sourit de contentement. Une lueur menaçante s'alluma dans ses yeux et il comprit que tout s'était déroulé comme prévu et que sa fiancée était déjà morte. Après une conversation si touchante, le marquis décida finalement de ramener Polly dans le hall, lui promettant de ne jamais la quitter. La jeune fille marchait à ses côtés sans un mot. Malgré cela, Elio dit qu'il comprenait ses sentiments, mais qu'il ne voulait pas que la dame abandonne si vite. Elle avait juste besoin de prendre confiance en elle. Il voyait aussi que Psyché était un peu jalouse de Médée. En entendant ces mots, elle s'arrêta net. La jeune fille n'allait pas le cacher. Les larmes lui montèrent aux yeux. Comment ne pas envier une telle rivale, car elle, contrairement à elle, était forte. Dans la forêt, le combat s'intensifia à nouveau. L'un des chevaliers avança à une vitesse incroyable. La jeune fille resta immobile, prête à repousser le coup, mais elle comprit qu'elle ne pouvait pas avancer en ligne droite. En termes de propriété physique, elle était beaucoup plus faible que ses adversaires et elle l'avait compris. Donc la seule option pour elle pour gagner cette confrontation était d'esquiver constamment les coups en cherchant le bon moment. Lorsqu'elle esquiva, elle tomba légèrement au sol. Prenant une poignée de sable dans son poing, elle la lança sur son adversaire, mais il se couvrit de sa cape à temps, se moquant de ce sale coup. Il n'eut pas le temps de finir. Une seule seconde de retard lui coûta la vie. Mais avant de mourir, le chevalier réfléchit à l'endroit où il aurait pu se tromper, car il était absolument sûr d'avoir vérifié dans quelle main Milady tenait le poignard. Médée dit à son adversaire presque mort qu'elle ne voulait même pas entendre parler des mauvais coups de ceux qui osaient attaquer une jeune fille sans défense en si grand nombre. Elle examina les vêtements du chevalier.
Elle ne remarqua aucun emblème sur la cape du défunt, ce qui était étrange, mais cela signifiait qu'il n'appartenait à aucun ordre, et cela ne pouvait signifier qu'une chose. Avant que la dame puisse réfléchir, les autres se ruèrent sur elle. Dame Bélial prit le manteau qu'elle avait soulevé et le lui jeta au visage, lui bloquant la vue. L'homme tenta rapidement de jeter le tissu, sachant que chaque minute pouvait lui coûter la vie. Il voulut protéger ses points vitaux, mais il n'en eut pas le temps. La jeune fille le frappa au bras, ce qui le força à baisser son épée. Le chevalier ne s'attendait pas à une telle vitesse, ce qui était une erreur. Médée se débarrassa rapidement de cette vie et ramassa son arme. Sa tête commençait à lui faire mal, mais sa seule chance de victoire était désormais de continuer à esquiver les attaques ennemies. Tandis que les ennemis cherchaient un nouveau refuge, elle les acheva rapidement d'un coup de poignard en plein cœur. Elle tua ainsi les chevaliers un par un, et ceux qui restaient commencèrent à avoir peur. L'un des survivants faillit s'évanouir. Il n'arrivait pas à croire qu'une équipe d'élite puisse perdre si facilement face à un seul adversaire. Lorsqu'il avait rejoint cette équipe, il n'en croyait pas ses yeux. Rassemblant ses pensées, il se souvint que la seule personne capable de soutenir ce combat était le marquis Héliot, le plus grand chevalier de l'Empire. Cependant, il ne comprenait pas d'où cette dame tirait une telle force. Médée marqua une pause. Elle comprenait que, malgré tous les massacres et les tortures qu'elle infligeait à ses chevaliers, ils ne découvriraient jamais la vérité sur celui qui les avait engagés. Mais elle posa la même question une dernière fois. La cavalière serra les dents. Regardant la dame, elle ne comprenait pas ce qu'elle voulait faire avec tout cela, car elle connaissait probablement déjà la réponse à sa question. Les autres cavaliers se ruèrent sur leur adversaire. Alors qu'elle luttait pour sa vie, une seule pensée la trottait dans la tête. Elle se demandait à quel moment elle avait commencé à haïr Psyché. Pourquoi ce sentiment de mépris pour elle avait-il surgi en elle? Tout cela était assez agaçant, voire écœurant, de penser qu'elle se retrouvait dans cette situation à cause d'elle-même. Et aussi qu'elle devait se défendre à la place de celui pour qui le meurtre avait été ordonné. Lady pensait que le dieu gardien avait échangé leurs âmes pour qu'aujourd'hui elle meure à la place de Polly, mais soudain, elle s'en fichait. La jeune fille était prête à tout, car elle croyait aux fluctuations du destin. Encore toute petite, Médée découvrait à peine ce monde. La seule personne qui restait toujours à ses côtés était sa nourrice. Ce jour-là, on lui avait promis une surprise, préparée par ses parents. Elle devait commencer ses cours tôt le lendemain, alors on l'a mise au lit. La petite dame dit au revoir à sa nounou et regagna sa chambre. Une des domestiques était mécontente de sa collègue qui outrepassait ses limites. Elle ne comprenait pas comment un simple ours en peluche pouvait être offert à la fille du duc. Elle risquait d'être renvoyée pour une chose pareille. Mais la femme s'en fichait. Elle voulait juste réconforter la jeune fille. Et s'il se demandait où la fillette avait trouvé son ours en peluche, cela signifiait simplement que les parents ne se souciaient pas de leur enfant. Cependant, l'ami ne comprenait pas pourquoi il s'inquiétait, car la dame vivait bien. Pas encore tout à fait endormie, Médée entendit les servantes parler. Elle comprit qu'il avait dû être difficile d'acheter ce jouet avec un si petit salaire. Elle se sentit désolée car elle avait l'impression d'avoir forcé la nounou à faire cela. Le lendemain, au bureau, l'un des professeurs tenta de ramener la duchesse à la raison. La femme souhaitait que sa fille étudie la littérature, un domaine très difficile pour un enfant, et l'homme tenta de lui expliquer. La jeune fille s'assit silencieusement à côté d'elle, tenant la main de l'institutrice. Celle-ci lui dit que le soutien d'une mère était la meilleure chose qu'un enfant puisse recevoir. Mais la duchesse ne serra Médée que brutalement contre elle. Elle a simplement dit à l'enseignante que tout le monde pouvait s'améliorer dans n'importe quelle matière dès son plus jeune âge. Elle a murmuré à l'oreille de la fille qu'elle devait devenir 100 fois meilleure que les autres. Devenir cette personne qui naît une fois tous les 1000 ans. Et pour cela, elle a dû étudier et travailler dur pour laisser sa marque dans l'histoire. 6 mots sont devenus un mantra pour Médée. Quel que soit le temps qu'il faisait dehors, quelle que soit l'heure, la jeune fille étudiait toujours. Elle restait toujours assise à la bibliothèque et ne faisait rien d'autre qu'étudier, même si cela lui coûtait la santé. La nounou est venue la chercher à ce moment-là et a constaté que la petite dame était épuisée, mais elle n'a pas arrêté d'étudier. La fillette a relevé la tête, du sang coulait de son nez, mais elle a demandé à se taire.
La servante ne voulait plus le regarder. Elle prit la fillette dans ses bras et lui demanda de s'inquiéter davantage de son état, car elle était encore jeune et avait tout le temps d'étudier. Il était bien au chaud dans les bras de la nourrice. Toutes les matières existantes lui étaient faciles, y compris l'entraînement à l'épée, mais la seule chose qui lui était inaccessible était l'amour, qu'elle ne comprenait pas. 2 ans plus tard, au premier printemps, quelque chose d'étrange se produisit. Médée partit en promenade avec son père. Pendant qu'ils étaient en calèche, l'homme parla à une dame pour résoudre le problème de l'approvisionnement en nourriture. Elle commençait à manquer de nourriture à cause des conditions météorologiques. La jeune fille entendit leur conversation. Elle contacta son père et lui suggéra de contacter un royaume voisin et d'établir des relations commerciales avec lui. L'homme écouta. La petite dame expliqua qu'ils pourraient envoyer leurs guerriers dans le royaume voisin et recevoir de la nourriture en échange. Ainsi, ils recevraient de la nourriture et les chevaliers s'entraîneraient aux armes. Le duc fut très surpris d'entendre sa fille lui parler. L'inconnu la félicita pour cette merveilleuse idée. L'homme comprit que l'idée de sa fille était plus que juste, mais il n'y avait pas pensé lui-même.